j'ai été un homme politique, je ne le suis plus, ma parole est libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va être entendue. C'est-à-dire que tout ce que je peux dire aujourd'hui de conversations privées qui figurent dans ce livre, je ne pouvais pas le dire quand j'avais l'obligation de réserve, quand j'étais un homme politique. Mais surtout, la parole d'un homme politique, elle est suspecte. Je suis aussi libre que je l'étais quand je me suis exprimé, j'ai écrit 20 livres, y compris sur les abeilles, sur l'islamisation de la France, les mosquées de Roissy, etc. Ces livres étaient un peu lus, ils n'étaient pas crus. Ma parole aujourd'hui, elle n'est pas suspecte. Elle est reçue pour authentique. Pourquoi? Rien n'a changé, je dis la même chose qu'avant. Sauf que je ne suis plus un homme politique. En d'autres termes, c'est très intéressant à observer, pour quelqu'un comme vous qui est un observateur averti de la vie politique. C'est que la parole politique, au sens électoral, au sens partisan, n'est plus entendue, n'est plus écoutée, elle est suspectée, parce que le pouvoir n'est plus un service mais une consommation, alors que la parole métapolitique des Zemmour, Onfray, Régis Debray et tant d'autres, de toute sensibilité, elle est sollicitée, elle est accueillie, elle est guettée, elle est crue. Donc ça veut dire qu'en fait, la politique, la vraie politique, a quitté la politique, tout autant que le pouvoir n'a plus le pouvoir. Quand M. Hollande nous dit « voilà ce qu'on va faire demain », il ment. Il ment. Comme Sarkozy. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans, depuis le traité de Maastricht, ils ont remis leur pouvoir. Un bout à Washington, un bout à Bruxelles, un bout à Francfort, un bout à Genève. La potestas, le pouvoir de gouverner, a été remis à Bruxelles. L'auctoritas est chez Ruquier. Donc il ne reste rien. Il ne reste plus que le roi est nu, si l'on peut dire. Il reste le casque et le scooter, si vous me permettez. Une métaphore un peu audacieuse. Fillon, je le connais bien, et il m'a raconté un jour, quand il était attaché parlementaire de Joël Le Teul, j'ai quitté la Vendée parce qu'elle est blanche, moi je veux faire une carrière politique, donc je ne peux pas rester en Vendée. Donc ça commence comme ça. Donc il se déracine, et il va dans la Sarthe, et après j'ai eu de nombreuses conversations avec lui. Fillon, en fait, il fait partie de cette génération qui considère le pouvoir, non pas comme une promesse d'autoritas, mais comme une consommation. C'est le consumérisme politique, c'est l'hédonisme politicien. Et d'ailleurs, on voit bien la différence, regardez, c'est d'ailleurs intéressant. Il y a le livre d'un fantôme, là, qui est parti depuis 6 ans, qui n'est plus rien. Sinon, créateur, entrepreneur du Puy du Fou. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec la politique. Qui écrit un livre politique, on est à 100 000 et plus, premier livre hebdo. Et pendant ce temps-là, le pauvre Juppé se traîne. Et Fillon, il est déjà dans les abysses par rapport à moi. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens ne se trompent pas entre la métapolitique et la politique. Pourquoi? Parce que moi, ce que je dis, et ce que j'ai vécu, c'est la tradition de Saint-Louis, tradition de Jeanne d'Arc, tradition capétienne. Le pouvoir est un sacrifice. On m'a toujours appris ça. C'est pour ça que je suis parti. Je suis parti du jour au lendemain. Parce que tous les matins, je me disais en ouvrant mes volets, aujourd'hui encore, je vais boire un bol de crapaud. Mais un jour, je partirai. Il faut savoir partir. Il faut savoir se détacher. On n'est pas là pour le pouvoir, on est là pour servir. Le pouvoir est un sacrifice. La politique sacrificielle. Aujourd'hui, l'hédonisme politicien. On fait carrière. Et les gens le sentent. Et c'est horrible. Parce que pendant que les gens se traînent dans la misère, dans l'angoisse, dans le sentiment de dépossession d'eux-mêmes avec l'islamisation de la France, les hommes politiques, eux, se pavanent dans les médias, dans les instances de marketing, pour construire leur profil, dessiner leur parcours. Ils s'occupent pas Sarkozy et Hollande compris? Ah mais Sarkozy et Hollande, c'est emblématique. Le fin du fin. Voilà. Et donc en réalité, ma parole, elle est libre, je peux tout dire, je peux révéler des choses que je ne pouvais pas révéler quand j'étais dans la vie publique, tout simplement parce que j'étais pressé par le temps et que c'était pas le moment. Par exemple, la présidentielle truquée de 1995.
C'est-à-dire qu'il y a des candidats en face de moi qui avaient des comptes truqués. Ces comptes truqués ont été validés par le Conseil constitutionnel. C'est monstrueux. Je révèle dans ce livre comment on achète les sondages, comment on achète les élections, comment les hommes politiques sont achetés, comment les médias sont manipulés, comment la France est islamisée d'une manière volontaire. Et je crois même que sur ce sujet-là, j'aurais pu aller plus loin. Je me demande si l'islamisation de la France n'est pas un projet des hommes politiques, toutes catégories confondues, par haine de la France chrétienne. Bon. Donc mes révélations, elles font suite à des combats que j'ai menés depuis l'affaire Urbain en 1990, Maastricht, jusqu'à aujourd'hui. Sauf que c'est vrai que aujourd'hui je dis tout et je n'ai plus aucune retenue. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous avez réussi à être suffisamment éloigné de cette canaille? Oui. Oui. Ben, oui. Ça a bien été mon drame. C'est qu'en fait, j'ai pris 3 distances successives. La première, au tout début, je suis président du Conseil général de la Vendée, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Lettre ouverte aux menteurs et coupeurs de tête du bicentenaire ». Et là, dans mon entourage, on me dit « t'es foutu, t'attaques le mythe ». C'est-à-dire que j'explique qu'il y a un gène exterminateur dans le principe même de la Révolution. On s'en relève pas. Je m'en suis jamais relevé. Surtout le vicomte vendéen, fils de militaire, c'est la guillotine tous les 30 ans. Voilà. Après, je lance une campagne sur l'affaire Urbain. Je suis détenteur des cahiers à spirale qui montrent qu'en fait les socialistes truquent les marchés publics. Il y a tout un système de raquettes avec les grandes surfaces. Bien. Il y a tous les noms. Moi je monte à la tribune contre le garde des Sceaux, que j'appelle le garde des Sous, Nallet, et en fait je révèle que la campagne présidentielle de Mitterrand a été payée par de l'argent sale. Mais je vois la droite apeurée qui se tourne vers moi, qui dit stop, stop. Et donc en fait je comprends que c'est Urbain et Torby. Et deuxième décalage, deuxième prise de distance, c'est-à-dire qu'on dit là c'est le mouton noir. Et il y a même Michel Dornano qui vient vers moi avec gentillesse et qui me dit, avec une vulgarité dont il n'était pas coutumier, tu sais Philippe, ce que disait ma grand-mère, quand on va dans le tête à gorée, on ressort plein de merde. Je dis que ça veut dire. Ça veut dire que forcément, tu vas y laisser des tu verras les pots cassés. Et puis la troisième prise de distance, que vous avez connue, j'imagine, je me souviens, oui, c'est Maastricht. Là, c'est la naissance du clivage qui grandit, souverainisme, mondialisme. Voilà. Je vous rappelle une phrase de Marie-France Garot. Elle m'a dit un jour, au moment de Maastricht, il faut vous habituer à être un paria. Finalement, pourquoi? Parce que dans le système de la Ve République, c'est un manège. Il y a le centre du manège avec les forces centripètes, et puis il y a les forces centrifuges. Dès que vous vous éloignez du centre, vous êtes pris dans les forces centrifuges qui vous éjectent. Vous êtes aux marges. Et tous ceux qui ont tenté d'aller vers les forces centrifuges ont perdu pied, ont été éjectés. Et vous le saurez comme les autres. C'est ce qui m'est arrivé. Parmi toutes les rencontres, la personnalité qui m'a il y en a 2 qui m'ont marqué, dans 2 domaines très différents, c'est Solzhenitsyn et Jérôme Lejeune. Professeur Lejeune, parce que c'était un savant. Très décrié, pourtant. Oui, très décrié, mais qui a tout donné. C'est-à-dire, il était membre de l'Académie des sciences morales et politiques, il devait être prix Nobel de médecine, et il s'est trouvé devant un cas de conscience, au moment de l'avortement. Et il a dit ce qu'il pensait, l'avortement est le passeport de toutes les transgressions. Donc il a refusé tous les honneurs, qui sont la monnaie la petite monnaie de l'honneur, et il a dit non. Je vais hurler, ne touchez pas à la vie, parce que la vie commande tout. Et Solzhenitsyn, parce que Solzhenitsyn, c'est lui qui m'a dit cette phrase qui m'a amené à écrire ce livre, pour les jeunes générations. Vous êtes au bord du gouffre, vous les Européens,
vous avez la maladie du vide, vous êtes au dernier stade de l'épuisement spirituel, vous allez connaître une éclipse de l'intelligence, mais un jour, de la grande catacombe sortiront des petites lucioles portées par des dissidents. Et je lui dis, les dissidents, c'est quoi pour vous un dissident? Il me dit, un dissident, c'est quelqu'un qui franchit les lignes rouges du périmètre sanitaire, qui n'a pas peur des mots interdits, et qui en même temps remonte les murs porteurs. Et il m'a dit, les dissidents, aujourd'hui, sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest. Et je me suis dit, je vais écrire un livre pour les dissidents. Voilà ce qu'il m'a dit Solzhenitsyn. Alors lui aussi, on peut dire, c'est un nostalgique. Bon. Mais vous savez, on est toujours nostalgique de l'histoire qu'on n'a pas. Parce que quand un pays ne fait plus l'histoire, et qu'il est interdit de son histoire passée, alors il est au-dessus du vide. Solzhenitsyn m'a dit, quand la Russie était sous la botte soviétique, que j'étais au goulag, la Russie, la Pologne, la Hongrie et tous les pays de l'Europe orientale pensaient qu'ils étaient morts, qu'ils allaient mourir, parce qu'ils avaient perdu leur souveraineté. On appelait ça la souveraineté limitée du temps de Brejnev. Mais en réalité, ce qui les a sauvés, c'est qu'ils ont su préserver leur identité. En fait, leur identité chrétienne. Catholique pour les Polonais, orthodoxe pour les Russes. Et donc, quand le mur est tombé, quand le rideau de fer s'est abattu, les forces morales ont ressurgi, et l'identité, retrouvant la souveraineté, a permis de restaurer la force d'âme et de retrouver l'âme des peuples sous la botte soviétique. Il m'a dit, pour vous, ça va être plus compliqué, parce que vous êtes en train de perdre votre identité, de la dissoudre, au moment où vous avez transféré votre souveraineté. Si vous me demandez si la France va mieux qu'il y a plusieurs années, ou plusieurs décennies, ou plusieurs siècles, c'est certainement pas le siècle qu'on va retenir pour la France. C'était mieux avant. Mais évidemment que c'était mieux avant, puisque la France est en train de mourir. Vous voyez bien, elle est en train de mourir, elle est submergée de l'extérieur, avec une invasion migratoire. Elle sera demain une république islamique si on ne fait rien. Et elle est effondrée de l'intérieur, puisqu'elle est en train de perdre son identité. Quand je dis, j'ai assisté à la conjonction inouïe de ceux qui, par intérêt, voulaient abattre les frontières, les souverainetés, les nations, parce qu'ils étaient au service de l'américanisation du monde, de la marchandisation du monde, du marché de masse, planétaire de masse, et coïncidence, conjonction de cela, et puis de ceux qui, par idéologie, voulaient fabriquer un homme nomade, des affiliés, des sexués, en apesanteur. Bon, donc c'est cette conjonction que j'ai vue, c'est-à-dire les deux libéralismes, le libéralisme économique, mondialiste, et le libéralisme sociétal. Nous, on a Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, Alain Minc, le cercle de la raison, la mondialisation heureuse, l'homme nomade, Bernard-Henri Lévy, qui, avec l'idéologie française en 1981, a expliqué la France charrie des vomissures barbares, comme les diables de feu crachent des flammes rougeoyantes. Il faut qu'elle s'excuse, la France. Il faut qu'elle ait honte d'elle-même. La France est le seul pays au monde où on n'a pas le droit d'aimer la France. La France est le seul pays au monde où on n'enseigne plus l'histoire de France. La grande, la belle, celle des mythes. Un pays qui n'a plus de compteur et qui n'a plus de contour, il est voué à disparaître. Donc moi je dis, essayons de faire demain ce qu'on a fait du temps des hussards noirs de la République, par exemple. C'est pas de la nostalgie quand je dis, c'est quelque chose que vous comprenez, vous, forcément. Ben oui, un pays qui a plus sa souveraineté, il meurt. Alors, retrouvons la souveraineté, c'est pas se tourner vers le passé, c'est se tourner vers les valeurs de la survie. Les valeurs de la survie, c'est-à-dire que la souveraineté, c'est la supériorité du pouvoir régalien sur les pouvoirs de fait. Quand il n'y a plus le politique, comme c'est le cas au niveau européen, on a les lobbies. On a la trilatérale, on a le groupe Bilderberg, on a les firmes nationales, Google, Apple, qui sont plus forts que les États. Quand il n'y a plus de puissance publique, alors c'est l'économie qui domine, mais c'est le totalitarisme. On a les féodalités économiques et sociétales. Et donc ce que je dis dans mon livre,
c'est le résultat d'une conversation quand j'étais jeune avec un paysan vendéen qui était mon voisin et qui m'a dit, tu sais Philippe, quand on est dans une maison qui s'effondre au bord de l'abîme, qu'on ne voit plus rien parce que c'est la nuit, il faut chercher à tâtons les murs porteurs. Les murs porteurs, le caractère sacré de la vie, la filiation comme repère, la nation comme héritage, la frontière comme ancrage et le rêve français comme fenêtre sur le monde. Les jeunes djihadistes qui quittent la France, vous savez par qui ils sont accueillis quand ils arrivent en Syrie pour se battre? Par Al-Nosra. C'est-à-dire que la France soutient Al-Qaïda. Et pourquoi? C'est ça qui est plus intéressant. Parce que la classe politique française est entièrement achetée. Alors il y a une nuance. C'est-à-dire Fabius est acheté. Il y a une nuance entre la gauche et la droite. C'est du temps de la corruption d'Urba, comme je le dis dans mon livre. La droite allait plutôt vers les grands équipements, genre pont de Noirmoutier ou pont de l'Île de Ré. Et la gauche allait plutôt vers les grandes surfaces. Là, il y a une nuance, et l'Arabie Saoudite, c'est plutôt la gauche Hollande, et le Qatar, c'est plutôt la droite Sarkozy. Oui. Mais, comme l'a dit Frédéric Pichon, un spécialiste de la Syrie, dans son livre sur la Syrie, la classe politique française, elle est complètement prise à la gorge par le Qatar et l'Arabie Saoudite, et naturellement par l'Amérique. Donc la France est un protectorat américain qui tend à devenir un protectorat du Golfe. Les Français, ils ne savent pas forcément que Hollande travaille pour le Qatar et l'Arabie Saoudite. En fait, ils travaillent parce qu'il y a la dette, parce qu'il y a les contrats d'armement, parce qu'il est pris à la gorge. Bon, mais quand même, mais quelle impression on a? On se dit, mais où en est notre pays? Enfin, c'est quand même une clownerie, la classe politique. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils sont à Paris, ils expliquent pendant tout l'été aux agriculteurs français, il faut acheter français. Vous vous souvenez de ça? Avec le FOL. Il faut acheter français, Mais c'est pas possible. Ils ont signé des traités qui interdisent ça. Donc comment peut-on d'une main signer des traités qui affaiblissent la France, qui la livrent aux commissaires, aux banquiers, aux prétoriens, à tous ces gens qui sont des gnomes, des gnomes qui veulent détruire les nations. Et en même temps, comment ils peuvent s'adresser aux Français et dire on va essayer d'arranger vos affaires et de mettre un peu d'ordre dans tout ça et de la sécurité, etc. Tout comprenez, c'est le discours des hommes politiques. C'est, par exemple, en ce moment, moins il y aura de frontières, oui, ils sont là face à la caméra, moins il y aura de frontières, plus il y aura de sécurité. Moi, je vous le dis. Paradoxe ludique. Plus il y aura de migrants, moins il y aura de chômeurs. Plus il y aura de mosquées, moins il y aura d'islam et d'islamisme. Très fort. Bon, à force de jouer avec les paradoxes ludiques, plus personne ne les croit. Ils sont en train de changer de rubrique. Ils passent à la rubrique comédie-spectacle de Iago Brutus. Je pense qu'aujourd'hui, on a changé de système, on est passé d'une démocratie à une oligarchie depuis Maastricht, et que donc les élections ne servent plus à rien, ça vous le savez, et donc les Français ne le savent pas encore. Si c'est pour concourir, pour être le cotis du pauvre, avec un pot de fleurs dans les bras et terminer chez Sébastien comme ce pauvre Hollande, les hommes politiques sont des clowns aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils font mine. Ils mentent. Le mensonge, le mentir vrai d'Aragon. Le Parlement européen ne pèse rien. D'abord, on ne parlemente pas, parce qu'il n'y a pas de langue commune, etc. Mais c'est une instance d'influence où ne pèse que le gauchisme, le boboïsme de Cohn-Bendit, que j'ai bien connu, qui est d'ailleurs au centre de gravité. Lui, il voulait détruire les souverainetés, dissoudre les identités, faire la société multiculturelle à l'échelle européenne, abattre tous les murs porteurs, voilà. Et il était le roi du Parlement dans cet univers kafkaïen qui sonne les noces de Kafka et de Staline du point de vue de l'esthétique. Non, il était tout à fait à l'aise. Mais pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles,
Il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policiers managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte. Et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. C'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse, en fait. Ah bah, c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et il disait, il faut détruire les nations. Il disait, il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et ils parlaient de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est beaucoup de gens disent, ah, c'est le complot, la conspiration mondiale. Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, ils parlaient de quoi? C'est pas une conversation, là. Ils disaient, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, on nous disait vous êtes des menteurs, vous exagérez. En fait, on était en dessous de la réalité. L'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise, on ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes, et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. On a fait le choix d'une Europe sous clé américaine, un protectorat américain. Là, on va signer un traité transatlantique qui va faire de l'Europe un espace sans frontières, qui sera une annexe du marché planétaire de masse voulu par l'Amérique, avec un traité transpacifique et maintenant un traité transatlantique. Donc on fait un OTAN économique après l'OTAN stratégique, et quand
à la Syrie, quant à la lutte contre l'islamisme, on joue la carte d'Al-Qaïda, alors qu'il faudrait éliminer autant Al-Qaïda que l'État islamique. Le seul qui est cohérent dans tout ça, c'est Poutine. Alors, je connais très bien Poutine, hein, et je connais très bien la Russie, puisque Poutine m'a invité en tant que créateur du Puy du Fou à développer des Puy du Fou dans son pays. Le Philippe de Villiers, Atlantis, comme vous dites, il a existé jusqu'à la chute du mur de Berlin, 9 novembre 89. C'était logique, il y avait le monde libre, sous clé de l'OTAN, contre le monde soviétique, qui était le monde opprimé. À partir du 9 novembre 1989, j'ai dit, comme tant d'autres, l'OTAN n'a plus lieu d'être puisqu'il n'y a plus de pacte de Varsovie et qu'il n'y a plus de mur de Berlin et qu'il n'y a plus de rideau de fer. Il faut maintenant faire la grande Europe de l'Atlantique à l'Oural. Alors je vais vous dire, mon analyse s'appuie sur 1000 ans de savoir-faire diplomatique français. Combien de temps encore l'Europe va-t-elle continuer à écrire son avenir sur le continent américain? Voilà la question que Poutine m'a posée le 14 août 2014 lorsque nous étions tête à tête. En effet, l'Europe continue à écrire son avenir sur le continent américain. Il serait plus judicieux que l'Europe écrive son avenir sur le continent européen. Et pour deux raisons. La première, c'est que ça permettrait de faire enfin la grande Europe avec des complémentarités utiles, précieuses entre la Russie, source d'énergie, et l'Europe bien industrielle, sans parler des complémentarités culturelles, puisque Dostoïevski écrivait en français. Mmh. Et aussi, et surtout, ajoute Poutine dans cette conversation privée, mais que je révèle en répondant à votre question, parce que je n'ai pas de secret pour TV Liberté, on pourrait être l'interface, monsieur de Villiers. J'ai dit quoi l'interface? Avec la Chine. Parce que le monde de demain, c'est plus l'Amérique. Avec leur économie spéculative, la financiarisation, la bulle de savon, boum, ça va faire ça. Parce que les délocalisations vont tout entraîner, tout emporter, la marchandisation du monde, elle ne profitera pas à l'Amérique. Le monde de demain, c'est la Chine et l'Inde. Et il y a une image symbolique, monsieur Bild, qui doit vous frapper. C'est le 9 mai dernier, pour l'anniversaire de la libération de la Russie. On avait Poutine au milieu de la tribune. À droite, il y avait le président de la Chine, et à gauche, le Premier ministre de l'Inde. Et là, tous les médias occidentaux ont dit Poutine isolé. Isolé avec 3 milliards d'hommes, quand même. Vous voyez. Donc, on est complètement à côté du sujet. Vous savez pourquoi on lui en veut? La Russie a trois différents avec l'Amérique. Vous voyez, je vous parle, vous me parlez d'amitié ou de lucidité, je pense que le téléspectateur qui va nous regarder voit bien que je fais une analyse lucide et pas simplement une analyse de sentiment. Bon. Première différence, Poutine dit il faut aller vers un monde multipolaire, polycentrique, alors que les Américains veulent un monde unipolaire. C'est dangereux. Deuxième différence, il faut une économie réelle et non pas une économie spéculative fondée sur la mobilité, la volatilité, la bulle de savon. On a vu ce qui s'est passé en 2008. Et troisième différence, la plus importante, et je réponds à votre question au fond. Poutine m'a dit, moi je veux pas les fémènes. Vous voulez les fémènes? Moi je veux pas. Il veut pas le mariage homosexuel, il veut pas, il veut garder ses valeurs, il veut garder l'identité de la Russie, et son travail aujourd'hui, c'est de restaurer les valeurs civiques, patriotiques, spirituelles de la Russie. Et la raison principale pour laquelle il a décidé d'aller en Syrie, je sais moi, personne n'en parle, c'est pour protéger les chrétiens. Il m'a dit, j'ai pris le relais de Saint-Louis. Parce que Saint-Louis avait fait une promesse aux chrétiens du Levant. La France ne vous abandonnera jamais, parce que vous êtes les premiers chrétiens. Nous sommes les chrétiens du couchant, vous êtes les chrétiens du Levant. Cette promesse, elle a été tenue longtemps, jusqu'à Mitterrand, exclusivement. Et on a abandonné les chrétiens du Liban, on a abandonné les chrétiens du Levant. Et aujourd'hui, Poutine remplit cette mission, il défend les chrétiens orthodoxes, il est vrai, de la Syrie. Donc franchement, c'est un chef d'État à l'ancienne,
il travaille pour la fierté de son peuple. Un tsar. Et oui, mais moi ça ne me choque pas. Un tsar, ben, pourquoi pas. Vous savez, un tsar comme ça, on en aurait un à la place de Hollande. La Russie n'a pas poussé le bouchon trop loin. Je connais bien ce problème puisque j'en ai parlé avec Vladimir Poutine. En fait, que se passe-t-il? Il y a un président qui s'appelle Assad, président d'un État qui s'appelle la Syrie, qui est un État composite avec toutes sortes de minorités. Il est lui-même alaouite, qui est une variété de chiisme. Protégeant les minorités, protège aussi les chrétiens. Il suffit d'écouter les chrétiens de Syrie pour les entendre dire, par-delà les critiques qu'on peut faire sur Assad, s'il s'en va, c'est soit Al-Qaïda qui prend le pouvoir, c'est-à-dire Al-Nosra, que la France soutient, soit l'État islamique. Le problème est simple. C'est un mélange de stratégie politique et stratégie militaire. Si on veut éradiquer l'État islamique, il y a deux conditions. La première, faire une coalition internationale dans laquelle la Russie, l'Iran sont des partenaires obligés. Et ensuite, deuxième condition, avoir des troupes au sol. On ne gagne aucune guerre sans troupes au sol. C'est une fadaise, c'est une incongruité sur le plan stratégique de faire croire qu'on va gagner une bataille contre l'État islamique avec simplement des avions à 10 000 mètres d'altitude. Bon. Donc il faut des troupes au sol. Quelles sont les troupes au sol possibles? Les troupes de la région. On ne va pas envoyer des Français ou des Américains. C'est pas vrai. Sauf quelques forces spéciales pour former les soldats qui vont faire partie des troupes au sol. Mais on ne va pas envoyer des Français ou des Russes. Et donc, les troupes au sol sont les troupes régionales, donc iraniennes, irakiennes, kurdes, et naturellement, et d'abord, l'armée syrienne, c'est-à-dire 100 000 hommes. Bon. Quelle est la position de la Russie? C'est celle-là. On veut une coalition internationale, il l'a proposée à l'ONU, Poutine. Pour l'instant, c'est refusé. Et il faut conforter la Syrie, parce que c'est un État légitime, et on verra plus tard ce qu'il en sera du choix du peuple syrien. Mais pour l'instant, c'est un État légitime qui a une armée, et la seule armée qui peut lutter contre l'État islamique. Dans son dos, elle a la fameuse opposition modérée dont parlait Fabius quand il disait Al-Nosra fait du bon boulot. Il faut savoir que la France soutient, c'est grave ce que je dis, la France soutient Al-Nosra et une autre organisation salafiste. Il n'y a plus d'opposition modérée. L'opposition modérée, vous savez, les armes qu'on a livrées à l'opposition modérée, la France, vous savez où elles sont les armes? Elles sont chez l'État islamique. Les grands fauves, Chirac, Giscard, Mitterrand, c'est quand même des gens qui ont du charisme et qui dégagent de la sympathie. On n'échappe pas à leur charme. Bon, avec l'élusion électronique, la génération d'après, Hollande et Sarko, c'est un peu différent. C'est Lapin Tombour du Racel, c'est un cran au-dessous. C'est un des seuls, quand j'ai eu un cancer, c'est un des seuls parlementaires qui est venu vers moi pour me demander des nouvelles. Vous voyez, les gens qu'on appelle les républicains, ils ne sont pas déplacés. Et ils disaient pourvu qu'ils crèvent. Ouais. Et lui, voilà. Parce qu'il m'a dit j'ai besoin d'un adversaire comme toi. En fait, c'était. Voilà. Et il est arrivé vers moi, il arrivait vers moi à la buvette le matin pour lire l'Équipe, parce que je lisais l'Équipe. Et il me disait souvent un gars qui s'intéresse au foot comme toi peut pas être tout à fait mauvais. Et donc, on avait une relation qui était assez décapante, mais plutôt sympathique. Il était là, les bras ballants, comme un gars qui a dépavé toute la nuit, oui, et coiffé à la matraque. Et un jour, je lui dis, tu vois, Danny, en fait, t'es un bourgeois. Il me dit, évidemment, je suis un bourgeois. Bien sûr. Alors, t'as bien changé.
Ah mais non, j'ai pas changé. Ah bon, mais pourquoi t'as pas changé? Je dis parce que mai 68, c'est une révolution bourgeoise. C'est le boboïsme. Le bourgeois bohème, libéral, libertaire. Nos limites, nos frontières. Voilà. En fait, mai 68, c'est les entreprises américaines qui ont besoin de nouveaux marchés, de nouveaux appétits, de nouveaux clients, et qui veulent créer le marché du désir, c'est-à-dire transformer le consommateur, non, le citoyen mondial, en consommateur compulsif, désinhibé, post-névrotique. Et donc, en fait, mai 68, c'est ça. C'est cette révolution-là. Et un jour, je lui dis, mais finalement, ton fils spirituel, c'est Giscard. Il me dit oui. Moi, j'ai démoli l'État et lui, il démolira la nation. Vous dites par exemple que Sarkozy, Juppé et Fillon ne sont pas des hommes de doctrine, mais des hommes de marketing. Oui. C'est cruel. C'est pas flingage. C'est pas. C'est encore plus cruel que tout. Oui, c'est pas cruel. Est-ce que c'est vrai? Voilà. La question, elle est là. Est-ce que c'est vrai? Non, mais on est des hommes qui ont des convictions. Non, mais on est dans une société. Fillon a écrit un livre comme vous d'ailleurs. Non, mais là, vous venez me faire sortir de mes gonds. Non, mais je pose une question simple. Il vient d'écrire un livre qui marche bien aussi d'ailleurs. Alors, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Faire. Que je n'ai pas racontée dans mon livre d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire le marketing? Un jour, je me souviens, il y avait la préparation d'une émission qui s'appelle 7 sur 7. Il y avait Michel Loire, il y avait François Léotard, il y avait Juppé qui était là. Et il y avait Fillon aussi. Et il préparait là-dessus avec un type, un spécialiste de marketing, avec des spécialistes de marketing. Et les spécialistes de marketing disaient aux hommes politiques, écoutez-moi bien, pas du tout sur un mode humoristique. Ils disaient, vous êtes des produits. Vous comprenez ça? Vous êtes des produits. On est à l'ère de la télévision de masse. Et donc, vous êtes des produits de grande surface. Donc, en fait, vous êtes des yaourts. Donc, les gens, ils prennent un yaourt, il faut qu'il soit crème à cœur, le fond près du couvercle, parce qu'il faut que le fabricant s'en tire. Donc, il n'y a pas trop de crème. Voilà. Ben, vous êtes ça. Voilà. Et alors, Michel Noir, je les vois tous, là. Et donc, qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens-là? Je vais vous dire ce qu'ils pensent. Ils pensent à eux-mêmes. Ils pensent à rien sur la France. L'histoire de France ne les concerne pas. D'ailleurs, ils ne la connaissent pas. Sarkozy, moi, j'ai pas d'acrimonie. Il est plutôt sympathique. Mais c'est un soumis à un dhimmi. Il s'est soumis à l'Amérique en faisant rentrer la France dans l'OTAN, un fait. Il s'est soumis à l'islam en créant le Conseil supérieur, etc., alors que l'islam sunnite n'entrera jamais là-dedans, il le sait très bien. L'islam de France, c'est complètement aberrant. Il n'y a pas d'islam de France. Voilà. Il y a l'islam tout court, c'est l'Oumma. Donc il est ignare, comme Juppé qui n'a jamais lu le Coran. Et puis enfin, il s'est soumis à Bruxelles. Il a quand même trahi les Français qui ont voté non. Il a fait le traité de Lisbonne. Et puis Hollande a continué. Nicolas Dupont-Aignan, on s'est battu ensemble en 1999. J'ai de l'estime pour lui et je considère que son courage est une œuvre de patience qui est difficile et c'est un homme qui a ses mérites. Voilà. Il n'a pas changé d'idée depuis qu'il a commencé à défendre à s'engager dans le combat souverainiste. Jean-Marie Le Pen, je n'ai jamais croisé sa route, on ne s'est pas rencontrés. Mais puisque vous ne me posez pas la question, je vais faire comme De Gaulle dans les conférences de presse. Voilà un homme qui est aujourd'hui au balcon et qui voit ses idées, comment dirais-je, exploser dans la vérité de ce qu'il avait prédit, alors qu'il est parti. Hein. Donc c'est pour lui une situation pour le moins difficile à vivre. J'imagine ce qu'il peut ressentir. C'est la faute à tout le monde, mais peut-être aussi aux circonstances. En fait, en politique, chacun retrouve sa chacunière, comme on dit au Québec. C'est-à-dire que, par exemple, on avait la possibilité au moment de Maastricht, parce qu'on disait la même chose, en fait, les uns et les autres.
y compris chez Vénement. Mais chez Vénement, le soir même du référendum, je me souviens de Pasqua et Séguin, en trinquant, disent « Oh là là, on l'a échappé belle ». Sous-entendu, si jamais le non l'avait emporté, qu'est-ce qu'on aurait fait, quoi. Et parce que quand même, ils appartenaient au RPR, etc. Et il y avait cette idée que chacun appartenait à un camp. Moi, j'étais aussi lesté par la Vendée, le conseil général de la Vendée. Et souvent, d'ailleurs, Gollnisch m'en a fait le reproche en disant « Philippe, vous êtes un notable. Et vous ne sacrifierez jamais la Vendée. » Et c'est vrai que je passais le plus clair de mon temps en Vendée comme gouverneur territorial de la Vendée, faire le Vendée Globe, le Vendée Espace, etc. Enfin, et faire en sorte que la Vendée soit le département de France où il y avait le moins de chômeurs. Voilà. Alors bon, il ne faut pas pleurer sur le lait renversé. Je pense que la question que vous posez, c'est la question actuelle. Est-ce qu'un jour, il y aura une sorte de grande confédération patriotique Jacques Chirac a été réélu à 70 ans, François Mitterrand a été réélu à 72 ans, Général de Gaulle a été élu à 69 ans, et vous aurez 68 ans en 2017. Alors le moment sera-t-il venu de dire « Je veux sauver la famille, la nation, les valeurs fondamentales, la vie, la transmission, la filiation, l'enracinement ». Vous avez l'âge, vous avez la capacité, vous avez le détachement, vous avez la hauteur, vous avez la notoriété, la crédibilité. C'est pas mon métier. Mais si un jour je considère que il y a une ouverture, qu'il faut faire quelque chose pour mon pays, je le ferai à ma place et avec humilité. Moi, je pense que ce qui est le plus utile à faire aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est s'adresser à la génération montante, la manif pour tous. Les gens qui sont descendus dans la rue, ces jeunes qui ne sont pas comme nos jeunes à nous. C'est-à-dire que des jeunes qui ont compris qu'on est minoritaire quand on défend les vraies valeurs. Bon, qui ont compris que nous assistons à la déshumanisation progressive du monde par l'effacement affiché, planifié du visage de l'homme. Et donc, à ces jeunes-là, je veux leur donner une mise en perspective. C'est ça mon livre, un fil rouge de la trame du complot contre notre civilisation. Et donc, si ce livre est une sorte de samizdat qu'ils vont mettre sous la pèlerine, et qui va les déclencher pour sauver le pays, ce qu'on n'a pas pu faire nous, ben on aura œuvré d'une manière humble et féconde. Merci Philippe Davidier. Merci beaucoup.